Bonjour à tout le monde et donc merci de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique. Je vais vous parler globalement du schéma régional de santé. Concernant l'insuffisance rénale chronique, une synthèse, c'est un sujet pas toujours facile à présenter. Je vais éviter au maximum l'effet catalogue, mais voilà, donc 20 minutes de présentation maximum. Un petit mot sur le cadre d'orientation, parce qu'on vous parle beaucoup de schémas, on vous parle beaucoup de programmes. On en est à la deuxième génération, c'est-à-dire que la première génération, on était sur 2012-2016, on est 2018. En schéma, on est 2018-2022, mais il se trouve que le cadre général est sur 10 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cadre d'orientation stratégique. Voilà, le cadre d'orientation stratégique sur 10 ans, on a un certain nombre de schémas, on en a beaucoup des schémas donc concernant les différents domaines et thématiques qui sont sur 5 ans, par exemple l'insuffisance rénale chronique. Voilà, donc, et on a aussi deux éléments particuliers. Un programme régional d'accès à la prévention aux soins, ça concerne les populations les plus démunies, les plus précaires. Et on a aussi, pour la nouveauté aujourd'hui, c'est une partie coopération transfrontalière avec la Suisse. Donc on a, avec la Suisse, on discute prévention, on discute aussi dépistage des cancers, on discute aussi urgence. Donc il y a toute une série de domaines qu'on partage avec nos amis suisses. Voilà, donc le schéma s'inscrit régional concernant l'IRC s'inscrit complètement dans les enjeux du programme régional de santé, donc dans la stratégie du programme régional de santé. Les enjeux, on les retrouve, c'est le vieillissement de la population, c'est les maladies chroniques, c'est les problèmes de démographie des professionnels de santé qu'on retrouve un peu dans toutes les spécialités, c'est les problèmes, la mise en œuvre de l'innovation, les inégalités sociales et territoriales. Voilà, donc les orientations régionales de ce cadre et les orientations régionales, donc on retrouve ce que disait Monsieur Davigo, donc avec le choix de la prévention en priorité, l'autonomie des personnes âgées, priorité à l'offre de proximité, donc on parle beaucoup de proximité, vous le verrez, et de pertinence des soins. Notre ministre a parlé récemment de pertinence des soins, on le prend pas toujours en compte, mais c'est vrai que le juste soin, c'est quand même quelque chose de très important, et bien sûr l'aspect démocratie en santé, renforcer la démocratie en santé. Donc ces grands cadres, ces grands éléments qu'on retrouve au niveau des orientations, on doit aussi le retrouver dans les différents schémas, et notamment dans le schéma insuffisance rénale chronique. Donc le schéma décline quelque part les orientations stratégiques, voilà, en objectifs généraux, en objectifs opérationnels, avec à peu près 60 fiches thématiques. Voilà, donc on a les vaccinations, on a l'éducation du patient, on a tous les domaines du soin, on a la démographie médicale, on a beaucoup de sujets. Voilà le cadre général. Alors, la méthodologie, on n'a pas voulu, dans ce programme régional de santé deuxième génération, on n'a pas voulu faire des documents épais, des documents détaillés, des documents allant jusqu'au moindre détail de l'action. On est dans un cadre ouvert, on a créé une trame ouverte à la négociation. La discussion a eu lieu avec les professionnels de santé, donc la concertation, donc dans le cadre de la CRSA, donc la conférence régionale de santé et de l'autonomie, c'est l'instance donc de démocratie sanitaire de l'agence régionale de santé. Donc la concertation a eu lieu aussi avec les conseils territoriaux de santé, c'est le niveau départemental, et avec les différents partenaires, notamment, on a rencontré beaucoup de personnes aussi présentes dans cette salle, dans le cadre des fédérations hospitalières, dans le cadre des concertations avec les URPS, les unions régionales des professionnels de santé, et nos rencontres avec l'assurance maladie, je devrais dire les assurances maladies, on a plusieurs assurances maladies, et les professionnels de santé. Voilà, donc la méthodologie, c'est la même pour toutes les thématiques. On a une trame ouverte, une trame avec les grandes lignes, orientation générale, objectifs généraux, objectifs opérationnels, quelques exemples d'actions. Je ne suis pas exhaustif dans les actions, donc on a quelques exemples d'actions. Voilà. Les données épidémiologiques. Donc quelques données qu'on a pu mettre en avant, donc toutes ne sont pas là, donc quelques données d'incidence et quelques données, vous verrez après, de prévalence. En données d'incidence, donc vous verrez qu'on utilise les données
les plus fiables qu'on ait, donc c'est les données du registre Rhin, que vous connaissez tous bien. Donc on a les données Bourgogne et Franche-Comté. Donc on a présenté les données séparées Bourgogne et Franche-Comté. On aurait pu les additionner avec mon collègue Jean-François Vallée, avec qui on a travaillé sur le schéma et qui est là-bas, donc au fond de la salle, donc qui est mon collègue qui travaille avec moi à l'Agence régionale de santé. Donc on les a pas additionnés, mais on a préféré vous les présenter telles qu'elles sont dans Rhin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier tableau en termes d'incidence, donc de nouveaux cas de l'IRCT, de l'insuffisance rénale chronique terminale? Voilà, on voit qu'on a une progression régulière des cas, que ça soit en Bourgogne et Franche-Comté. Après, quand on regarde le tableau, ça c'est les chiffres de Rhin. Donc c'est des chiffres qu'on a repris, des chiffres officiels. On voit qu'on a un peu une anomalie pour comparer, pour se dire, ah tiens, une augmentation sur 5 ans de la prévalence, de l'incidence de temps. Mais si on compare 2011 à 2015, on arrive à 13% sur 5 ans. Si on compare 2010 à 2015, on arrive à 1,5-2% sur 5 ans. C'est vrai que vous voyez, les chiffres de 2010 sont un peu, par rapport aux autres années, surévalués. 255 en 2010, 227 en 2011. On a une pente régulière entre 2011 et 2015 avec un peu l'anomalie 2010. Voilà. Ça, c'est donc l'incidence de l'IRCT. Alors, quant aux modalités de dialyse, à J90 des nouveaux cas, donc en 2015, donc les données du Rhin toujours 2015, on est voilà, vous voyez la Bourgogne. Voilà, je vais peut-être me mettre comme ça parce que voilà, vous voyez la Bourgogne et vous voyez donc toujours la Franche-Comté. Ce qu'on peut dire, vous voyez la répartition des différentes modalités de dialyse, c'est que globalement la dialyse en centre est majoritaire, voilà, donc après l'UDM, après l'autodialyse, ce qu'on peut observer, c'est que l'autodialyse, par rapport à la moyenne nationale que vous voyez en bas, l'autodialyse est très très peu développée. C'était déjà l'observation qu'on avait fait en 2012, très peu développée en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pareil en Franche-Comté, c'est pareil en Bourgogne. Donc l'autodialyse très faible, 1%, 2%, 3% maximum. L'ADP, par contre, remarquable en Bourgogne et en Franche-Comté, nettement au-dessus de la moyenne nationale. Voilà. L'épidémiologie, donc là on passe sur des données de prévalence, donc de fréquence. Voilà, pour vous montrer la répartition des prises en charge, donc entre la dialyse d'une manière générale et la greffe. Qu'est-ce qu'on peut noter dans ce tableau? C'est que la greffe, vous voyez, est prépondérante avec 50,5% en Franche-Comté, avec 49,5% de dialyse, un peu plus basse en Bourgogne, avec toujours donc 55,8% de dialyse. Mais d'une manière générale, voilà, on est à peu près au taux national pour la dialyse en Bourgogne, mais nettement inférieur, moins de dialyse, moins d'hémodialyse en centre en Franche-Comté. Voilà. Le taux de 50,5%, donc la partie, le moment où on a eu plus de greffes que de dialyse en Franche-Comté, donc je crois que c'est en 2011 qu'on a dû franchir cette étape. Voilà. Les greffes. Donc les greffes, on peut remarquer les donneurs. Je crois qu'il y a une intervention qui aura lieu du professeur Duclou, je crois, sur les greffes à partir de donneurs vivants. Donc on voit que chez les donneurs vivants, on est au-dessus. Regardez 2015, la colonne de droite de la moyenne nationale, avec 16,7% en Bourgogne et 20,8% en Franche-Comté, pour une moyenne nationale de 15,9%. Donc forte progression du taux de greffe à partir de donneurs vivants. Alors, les orientations stratégiques du schéma, donc globalement, on est cohérent avec les orientations générales du PRS, je vous l'ai dit, donc prévention, proximité, il y a des mots-clés, prévention, proximité, innovation, pertinence des soins. Voilà, on s'inscrit dans une logique de parcours, parcours c'est aussi un mot-clé, vous entendez beaucoup parler de parcours, avant on entendait beaucoup parler de réseau, au début de l'année 2000, maintenant on entend beaucoup parler de parcours. Parcours, c'est-à-dire la prise en charge globale de la prévention aux soins, en passant par le sanitaire et le médico-social, et dans une logique de coordination et d'organisation des acteurs entre eux. Voilà. Inscription dans une logique de parcours, respect du choix du patient et de son autonomie, c'est primordial. Action en amont de la suppléance pour ralentir l'évolution de la maladie. Développement prioritaire de la greffe, bien sûr, privilégier la dialyse de proximité. En particulier, la dialyse hors centre. On retrouve ça dans les objectifs généraux dont a parlé Monsieur Davigo du programme. Donc voilà, donc les mots-clés, je les lis peut-être pas toutes les phrases. Donc les actions de prévention, développer prioritairement la greffe, l'accès à la dialyse et à l'autonomie, optimiser l'offre de soins et innover, donc intégrer l'innovation, la démographie et la formation des professionnels et tout ce qui est information, qualité et sécurité des soins. Alors là,
Je vais vous faire une brève présentation de quelques actions et objectifs opérationnels pour chaque objectif généraux. C'est ce que je disais en début de l'intervention, c'est un peu l'effet catalogue, mais bon, je vais alléger quand même tout ça. Donc, sur la prévention, on a 4 objectifs opérationnels. Donc, objectifs opérationnels, objectifs généraux. Donc, opérationnel, on a un peu plus dans l'affinage et on va un peu plus vers l'action. C'est toujours pareil, on a les objectifs généraux, les objectifs opérationnels et quelques exemples d'action. Un peu l'effet entonnoir, on précise de plus en plus les choses. Donc, le premier objectif opérationnel, donc le dépistage de la population à risque de maladies rénales chroniques, donc promouvoir le dépistage, donc on est dans l'axe prévention, information, éducation, et on a aussi mis l'éducation du patient, donc promouvoir le dépistage de la population à risque de maladies rénales chroniques, conformément aux recommandations de la HAS. Donc là, on retrouve tout ce qui est dépistage donc des facteurs de risque, de la douzaine de facteurs de risque qu'on a par rapport à l'insuffisance rénale chronique. On est un peu dans une même logique que celle du diabète. Celle du diabète, on a aussi une dizaine de facteurs de risque. Donc on organise aussi des campagnes au niveau de l'ARS avec les professionnels et les partenaires associatifs de dépistage en population générale, mais ciblés sur les facteurs de risque du diabète, mais là de l'insuffisance rénale, des facteurs de l'insuffisance rénale chronique que vous connaissez. Donc on reprend les facteurs de la HAS. Voilà. Par rapport à ça, c'est utile quand même de sensibiliser les professionnels de santé, les médecins généralistes, les médecins du travail, voilà, la bandelette, etc., mais ce qu'ils font déjà pour la plupart. Autre axe, améliorer la prise en charge des patients à risque d'IRC. Donc là, on n'est plus dans la population à risque, on est chez les patients à risque d'IRC. Donc on retrouve surtout les diabétiques, les hypertendus, les personnes âgées polymédicamentées. Donc on a vraiment des profils particuliers avec la promotion de la prise en charge pluridisciplinaire et en termes de coordination et d'organisation, la promotion du dossier médical partagé et la diffusion du guide HAS sur les parcours de soins. La diffusion du guide HAS, c'est aussi, on peut imaginer des guides plus visuels, plus simplifiés, un petit peu construits d'une manière plus ludique. Donc on peut les diffuser aussi via le réseau de l'assurance maladie, qui travaille beaucoup sur les maladies chroniques, qui a travaillé sur le diabète, qui a travaillé sur beaucoup de maladies chroniques pour diffuser des documents et dialoguer aussi avec les professionnels de santé. Voilà, le DMP, c'est important. Bon, le DMP, c'est un peu la tarte à la crème, vous allez me dire, on en parle depuis des années, mais c'est vrai que le DMP est bien parti là, depuis cette année, l'année dernière. Le Doubs est complètement concerné par le DMP, donc ça fait 6 mois qu'il est expérimenté dans le Doubs au moins, et il va être donc généralisé donc à la région, à l'ex-région Franche-Comté, dans un premier temps, avant sa généralisation. Donc l'importance de ce type de dossier pour améliorer la communication et la coordination entre les professionnels de santé. Voilà, le dispositif d'annonce, d'information et d'orientation pour tous les patients arrivés au stade de suppléance, donc ça devrait concerner tous les patients. Et les programmes d'éducation du patient, on en a dans la région, des programmes d'éducation du patient. On en a 6, on en a 3 organisés dans le cadre du réseau Néphro de Bourgogne, avec le docteur Janin, donc qui s'occupe du réseau. On a un programme en prédialyse, un programme pour les dialysés et un programme, je crois, pour les greffés ou en pré-greffe. Voilà, on a 3 autres dans la région. On a un programme autorisé à Montbéliard, à l'hôpital Nord-Franche-Comté. On a un programme au CHU et je crois qu'on a un programme à Sémur en Auxois. Voilà, donc les programmes d'éducation du patient. Donc on en parlait, Madame la directrice en parlait aussi. Je sais que vous avez aussi des programmes dans les Hauts-de-France en ce qui concerne l'éducation du patient dans différents domaines. Le prélèvement et la greffe. Voilà, donc là les axes, c'est organiser les objectifs opérationnels. On en a sorti 3. Organiser les parcours des patients IRCT leur permettant d'accéder à la liste d'attente et à la greffe. Pour tous les patients, bien sûr, tous les patients qui peuvent bénéficier de la greffe. Développer l'activité de transplantation en agissant sur l'ensemble des étapes de la chaîne de soins, notamment développer les greffes à partir de donneurs vivants. Mais quand on regarde les chiffres et le tableau, on voit que ça a bien progressé en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, et relayer aussi au niveau de l'ARS ce qu'on pourrait faire plus aussi, les campagnes d'information de l'ABM, de l'Agence de biomédecine, sur le don d'organes. Voilà, sur notre site ou dans différents contextes. C'est quand même intéressant au niveau de la région on se positionne dans cet axe relais communication. Améliorer la qualité et l'efficience des parcours de suivi post-greffe. Donc là, c'est la formation continue partagée par tous les néphrologues de Bourgogne-Franche-Comté pour le suivi des transplantés. Voilà, afin que tous les greffés, par exemple, soient suivis par une équipe à la fois coordonnée entre la dialyse et la greffe. L'accès à la dialyse et l'autonomie du patient.
L'accès à la dialyse, donc là, 3 objectifs opérationnels, c'est la répartition adaptée de l'offre sur le territoire. Ben, bien sûr, on a un territoire, on veut une offre répartie et pertinente géographiquement pour l'accès aux soins, hein, toujours l'accès aux soins. Privilégier la dialyse hors centre. Privilégier la dialyse hors centre, c'est la clé. Enfin, la clé, c'est la greffe, hein, de privilégier la greffe, hein, de faire beaucoup plus de greffes, d'un point de vue sanitaire, médical et économique, mais aussi privilégier la dialyse hors centre pour les patients. Donc, au moins 50% des nouveaux patients, donc on est sur des données d'incidence, en dialyse hors centre, en développant tout ce qu'on peut avoir en dialyse hors centre, donc UDM, autodialyse, dialyse à domicile et dialyse péritonéale. Voilà, développer la dialyse péritonéale, bon voilà, on retrouve l'axe USLD, qu'on avait déjà, hein, EHPAD à domicile, et l'axe à domicile, la formation des infirmières libérales notamment, la formation à la dialyse péritonéale dans le cursus des élèves infirmières et l'éducation des patients. Enfin, développer la télédialyse, on en a parlé de la télédialyse, donc pour améliorer l'offre de proximité, télédialyse notamment avec les UDM éloignés des centres d'hémodialyse, donc dans le respect des critères haute autorité et du décret de 2011 qui avait permis et organisé la télédialyse. Alors optimiser l'offre de soins et innover, c'est toujours important dans le système de santé. Quand on dit innovation, ça veut dire innover, certes, en termes de matériel, en termes de technicité, mais aussi innover en termes de formation et en termes d'organisation. Nous, c'est ça qu'on veut aussi développer, mais pas que dans l'insuffisance rénale chronique, dans le diabète, partout. Essayer d'innover sur les organisations, avoir des organisations innovantes, surtout avec les maladies chroniques où la prise en charge isolée devient complexe. Donc, mise en place d'organisations innovantes, des organisations basées sur la télémédecine. Donc là, on retrouve tous les téléconsultations, la téléexpertise, le télésuivi. Hein, et un domaine sur lequel on travaille, sur lequel on n'avance pas vite. Je le dis toujours, c'est la délégation de tâches vers les infirmières. Mais chez vous, dans un public à insuffisance rénale chronique, je le dis avec beaucoup plus de prudence, parce que les infirmières font déjà beaucoup de choses, je trouve, hein, au niveau des services de dialyse. Donc elles ont déjà des pratiques avancées, pour moi. Quand je vois ce qui se passe, elles ont déjà des pratiques avancées. Mais il s'agit quelque part de travailler encore plus dans ce domaine et de reconnaître une spécialité infirmière dans le domaine des pratiques avancées, que ce soit pour les infirmières diabète, c'est les plus classiques qu'on trouve, hein. C'est l'IRC, c'est le diabète. Donc on a certains domaines où on est bien avancé, c'est le cas de le dire, sur les pratiques spécialisées des infirmières. Infirmières, excusez-moi. Voilà. Voilà, promouvoir en termes d'organisation, il y a aussi la promotion des coopérations territoriales et ville-hôpital. Donc là, on est sur les coopérations inter-établissements dans le cadre des GHT et ou inter-GHT. Hein. On peut coopérer dans un GHT en priorité, mais on peut aussi coopérer entre 2 GHT. Hein. Donc l'organisation, toute organisation pertinente est la bienvenue. Et enfin, l'accès au matériel et technologies innovantes, notamment la dialyse à domicile avec les nouveaux générateurs simplifiés. La démographie, la démographie, on le retrouve partout. Hein. Moi, je le retrouve dans toutes les spécialités et les domaines que je suis. On a des problèmes de nombre de médecins. Des fois, on se gratte la tête parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi. Hein. Moi, quand on voit tous les candidats, tous les gens qui veulent faire médecine, et quand on voit le mal qu'on a pour avoir des spécialistes suffisants dans les domaines, il y a se cogner la tête contre les murs et depuis 20 ans. Donc, ça fait beaucoup de trous dans la tête, tout ça. Donc, adapter le nombre de néphros à l'évolution de l'activité et aux besoins de suivi des patients greffés et aux astreintes, donc avec les postes d'internes et d'assistants, bien sûr, et aussi raisonner non plus hôpital, mais raisonner territoire, avec des postes de praticiens hospitaliers et d'assistants partagés sur un territoire. Donc former à l'ADP les infirmières libérales, en lien avec les structures de proximité volontaires, et les programmes de DPC pour les MG, les médecins généralistes, enfin les acteurs du soin primaire, peut-être d'une manière plus générale, avec le dépistage de la population à risque et le suivi des patients atteints d'HTA ou de diabète. Donc l'importance d'agir en amont pour éviter l'évolution trop rapide vers la dialyse, vers la greffe, donc l'importance des soins primaires, dans votre spécialité et au niveau de l'insuffisance rénale chronique. On oublie toujours l'importance des soins primaires, ralentir, prévenir, mieux suivre, donc le rôle des acteurs de soins primaires et le rôle du travail que vous avez en commun, en coordination avec eux. Voilà, pour terminer, là, rassurez-vous, sur l'objectif améliorer l'information, la qualité et la sécurité des soins. On a la mise en place donc d'un registre unique BFC. Pour Bourgogne-Franche-Comté, actuellement, on a 2 registres. On a des financements différents, des modalités d'organisation différentes. Voilà, là, c'est à faire un lien avec l'ABM, hein, qui a une organisation particulière et des financements sur les ex-régions. On a aussi peut-être un travail à faire sur la mutualisation des moyens dans ce domaine.
Utilisation de l'outil Rhin et de la cohorte régionale IRC, donc pour améliorer les connaissances et le pilotage des politiques publiques. Donc nous, ça nous sert à tous, hein, donc ces outils. Et le suivi et la diffusion, la transparence donc des critères et indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Donc je pense en particulier aux indicateurs d'hémodialyse IPAX. Voilà. Pour terminer, les autorisations. Là vous avez la carte des autorisations actuelles. Voilà, je vous laisse regarder. Toutes ne sont pas installées. Hein. Vous voyez que les astérisques, on retrouve Beaune, on retrouve Lons. Voilà, globalement, vous devez vous y retrouver. Vous avez une présentation par zone de planification sanitaire, comme on parle maintenant. Vous avez en bas à droite, donc en couleur, les différentes modalités de dialyse, dialyse péritonéale en vert, hémodialyse à domicile, autodialyse, UDM, hémodialyse en centre pour enfants, hémodialyse en centre pour adultes. Et vous avez qui le fait, les gestionnaires des centres, CHU, CH, clinique, Santélis et Aura Santé pour la Nièvre. Je vous laisse regarder un peu si vous vous y retrouvez. Bon, on doit être à peu près complet au niveau de la carte. C'est bien cette carte parce qu'on voit aussi les vides géographiques. Hein. Bon, on peut aussi, on visualise un peu, on se dit tiens là, il y a un petit vide là hein, entre Auxerre, Dijon, Monceau, Nevers là. Bon, il y a aussi des choses à faire peut-être dans ce domaine. C'est l'intérêt de visualiser. Voilà, maintenant que vous avez bien visualisé, je continue et je termine par l'évolution des autorisations. L'évolution des autorisations, on en a quelques-unes dans le domaine de la dialyse, peut-être moins que dans d'autres spécialités. Donc les créations envisagées, on est sur l'implantation d'une unité d'autodialyse dans la zone Nièvre, on parle toujours zone sanitaire, hein, zone Nièvre, l'implantation d'une UDM zone Centre-Franche-Comté, l'implantation d'une UDM supplémentaire dans la zone Saône-et-Loire, Bresse-Morvan. Et d'une manière générale, on a le principe d'une autorisation de DP, dialyse péritonéale et d'hémodialyse à domicile par zone sanitaire. Pourquoi on a mis ça? Parce que du temps de la Franche-Comté, on avait une grande zone, c'était la Franche-Comté. Voilà, ça a été la décision de la directrice générale à l'époque. Donc on avait une autorisation pour la Franche-Comté. Là, on revient sur une autorisation par zone. Voilà, les transformations, donc c'est le transfert des 2 centres d'hémodialyse de Santélis et du CHU de Dijon vers un site commun. Donc on en a parlé, voilà, avec les travaux à venir. Donc nombreux travaux à venir un peu partout. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous remercie.